French Touch. Salut à tous et bienvenue sur le plateau de We Are. Je suis très heureuse de vous accompagner tout au long de cette matinée. We Are French Touch, c'est le premier événement dédié aux industries culturelles et créatives. Tout au long de la journée, je vais recevoir des acteurs de cette industrie qui vont venir me confier leur expérience, leur parcours, leur success story, qui j'en suis sûre vont beaucoup vous inspirer. On tentera de comprendre finalement ce que c'est que cette French Touch. On l'entend beaucoup, on ne sait pas très bien de quoi il en retourne et avec eux, on va essayer d'en définir les contours. Bref, ensemble, on va essayer de construire le futur des industries créatives françaises. Je me réjouis de faire ça avec vous aujourd'hui et vous pouvez retrouver surtout toutes les prises de parole qui vont avoir lieu dans cette matinée en live sur la plateforme wearefrenchtouch.com et elles seront aussi évidemment disponibles en replay sur les réseaux sociaux. Suivez-nous avec le hashtag WeAreFrenchTouch. Et pour commencer cette superbe matinée, j'ai le plaisir d'accueillir quelqu'un qu'on aime beaucoup ici. Il s'appelle Jonathan Siboni. C'est parti. French Touch. French Touch. Salut Jonathan. Bonjour Pauline. Merci beaucoup d'être avec moi sur le plateau de Merci à vous. We Are. On est très heureux d'inaugurer cette belle matinée avec toi pour parler de ces industries créatives. Moi, je voulais savoir déjà, tu viens nous parler de Luxury Insight. Qu'est-ce que c'est, en quelques mots, que Luxury Insight? Alors, Luxury Insight, c'est le leader de la data intelligence dans l'industrie du luxe. C'est-à-dire que notre métier, c'est de créer des logiciels d'aide à la décision pour cette industrie créative à travers le monde, principalement sur des enjeux d'internationalisation. Alors justement, cet univers, il est en perpétuelle évolution. Quels sont-ils ces nouveaux enjeux, justement, pour le luxe? Alors, le luxe a beaucoup changé, même s'il a réussi à être très résilient. Hein. Le luxe, les marques de luxe ont déjà traversé 2 guerres mondiales, la crise de 29, donc effectivement, il y a un historique. Aujourd'hui, le luxe a dû faire une mutation au cours des 2 dernières années qui est très forte, parce que le luxe dépendait beaucoup des touristes. Bien sûr. Les Chinois, c'était 33% du marché mondial, alors que la Chine n'était que 10%. Elle dépendait beaucoup de l'offline, des boutiques, puisque l'online ne représentait que 10%. Et aujourd'hui, le digital et le marché chinois sont 2 des vecteurs fondamentaux de la réinvention, on va dire, ou de la mutation du marché du luxe, avec un 3e fondamental, qui est l'adaptation au monde nouveau, avec tout ce qui est second-hand, CSR, etc., qui sont des enjeux maintenant absolument centraux. Alors justement, la Chine, c'est plus que jamais un moteur dans cette industrie. Comment on fait avec ça? Qu'est-ce que ça a changé? Alors, la Chine a changé beaucoup de choses depuis une quinzaine d'années. En réalité, la Chine a amené un moteur fort et pérenne pour l'économie du luxe. Vous savez, il y a en Chine plus de 117 villes de plus d'1 million d'habitants. En France, je ne sais pas si on est à 2 ou 3. Oui. On est très bien ici, hein, du reste. Et ce qu'a amené la Chine, effectivement, c'est une poche de clients extrêmement passionnés par le luxe et qui ont amené de la croissance. Donc, juste avant le Covid, je l'ai dit tout à l'heure, les consommateurs chinois, c'était 33% du marché mondial, mais la Chine, c'était que 10%. Ce qui s'est passé pendant le Covid, c'est que les touristes n'ayant pas pu voyager, le marché chinois est passé de 10 à 22% du marché mondial. Ce qui est un changement fondamental, puisque ça veut dire qu'on doit maintenant traiter le marché chinois en Chine, et donc localiser beaucoup plus les dynamiques de communication, de distribution, et donc réinventer le luxe pour aller encore mieux communiquer, échanger avec ses consommateurs. Comment elle se passe justement cette réinvention de votre côté, Jonathan? Alors, de notre côté... Par quoi elle passe? Par quel vecteur? Alors, de notre côté, la Chine a un rapport un peu consubstantiel avec Luxury Insight, puisque j'ai vécu en Chine avant de fonder Luxury Insight. Et on a aujourd'hui un bureau à Shanghai et une quinzaine de personnes à Paris dans notre China Desk. Donc nous, on aide les marques à plusieurs niveaux. D'abord, mieux écouter, entendre, comprendre ce qui se passe en Chine, puisqu'effectivement, avec la difficulté de voyager, je tiens d'ailleurs à vous dire avec grand plaisir que je repars en Chine dans 2 semaines, donc ça fait déjà bien longtemps que ça nous était difficile. Mais mis à part ces quelques cas exceptionnels, c'est plus difficile d'aller en Chine. Et donc écouter le marché est plus difficile. Ensuite, il y a le fait d'adapter sa stratégie pour tout d'un coup doubler, tripler ses capacités de développement en Chine. Donc nous, ce qu'on fait, c'est qu'on va créer des logiciels qui vont permettre de monitorer le pricing, la distribution, le marketing, les pop-up, tout ce qui se fait en local qui permet d'activer et donc de développer sa marque. Alors Jonathan, vous avez remporté de nombreux prix, notamment le prix BPI We Are French Touch, grâce à votre plateforme de monitoring de produits de seconde main. Et ce marché de l'occasion, c'est un marché d'avenir pour les marques du luxe? Elles sont preneuses de ce...
Tout à fait. Et fondamentalement, à mon avis, ce qui est intéressant dans ce marché de la seconde main, c'est que les marques de luxe sont passées en fait d'artisans il y a 150 ans. C'était des artisans, hein, Louis Vuitton, Cartier, c'était des artisans. En fait, donc d'artisans à wholesaler, puisqu'ils vendaient à des distributeurs, à retailer, puisqu'ils ont ouvert leur boutique, à e-tailer, puisqu'ils ont ouvert leur e-commerce, et maintenant à reseller peut-être, puisque l'intégration des produits seconde main est tout à fait logique dans la vie d'une marque de luxe. C'est Jean-Louis Dumas, je crois, qui disait, lorsqu'il était président d'Hermès, on n'a jamais jeté un produit Hermès dans l'histoire. Et donc, il faut réinventer, réintégrer ces produits dans un cycle de vie plus long. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième, c'est que les consommateurs aujourd'hui sont en demande d'une projection plus longue, plus respectueuse. Et donc, naturellement, le fait de dire le second main va se développer, comme l'e-commerce s'est développé il y a 15 ans. Soit les marques vont embrasser cette dynamique et l'internaliser, soit elles vont dire c'est pas notre métier et d'autres vont le faire, comme à l'époque Net-a-Porter, Yoox l'ont fait. Donc après les groupes les réintègrent, les rachètent et essayent tant bien que mal de rattraper. Donc aujourd'hui notre plateforme elle vise à monitorer ce marché, mesurer son impact et dire aux marques voilà la taille du marché, voilà le type de client, le type de produit qu'ils demandent et à quel prix. Et ça les aide à plusieurs choses. Un, potentiellement réintégrer ce business, mais aussi adapter leur supply chain. Parce que quand vous êtes en rupture de stock permanente, vous ne savez pas quel produit fonctionne. La seconde main va vous le dire. C'est quoi l'avenir de Luxury Insight? Quels sont les enjeux à venir immédiats et un peu plus lointains? Alors, c'est vrai qu'après une année un peu sportive pour tout le monde, c'est le moins qu'on puisse dire, nous avons eu la chance d'être très positionnés digital et Chine, ce qui nous permet d'abord d'avoir beaucoup travaillé cette année et d'envisager l'avenir avec beaucoup d'optimisme. Le futur de Luxury Insight, c'est continuer d'abord notre développement en Chine avec des clients chinois, puisque depuis maintenant 2 ans, on a une montée en puissance très forte des clients chinois et des retailers chinois. Ça, c'est une première chose, un premier enjeu fort. Et la deuxième chose, c'est d'accompagner encore plus loin nos clients, puisque, vous savez, l'industrie du luxe n'est pas infinie en termes de nombre d'acteurs, elle est peut-être infinie en termes de potentiel de croissance, mais donc c'est d'aller encore plus loin dans le côté stratégique et la digitalisation de leur prise de décision. Merci beaucoup, Jonathan. Et d'ailleurs, vous disiez que vous repartiez en Chine, ça nous donne un peu envie de voyager aussi. Quelles sont les premières rencontres, les premières manœuvres que vous allez faire en Chine, là, tout de suite, quand vous partez? C'est quoi l'urgence? Alors, l'urgence pour nous, d'abord, c'est de reconnecter avec nos équipes. Parce que j'ai des équipes et des managers que je n'ai pas eu depuis 2 ans ou 1 an et demi. Et c'est extrêmement difficile sur du long terme quand on est 2 pays très culturellement humains, comme la France et la Chine. On a besoin de se parler, on a besoin de manger ensemble, on a besoin d'échanger. Donc ça, c'est ma première urgence, c'est ma première envie. La deuxième, c'est de reconnecter avec nos clients, avec nos investisseurs, nos partenaires, avec qui on mène des projets de grande ampleur sans pouvoir se voir. Et ça finit à un moment donné par avoir des limites fortes dans une industrie justement créative et culturelle où on a besoin justement d'échanger de l'humain pour créer cette intuition et créer une envie de faire quelque chose qui n'est pas uniquement rationnel mais qui est aussi émotionnel. Merci beaucoup pour ce beau témoignage, en tout cas, Jonathan. Merci. Ça donne vraiment envie et ça nous donne envie de recommencer à voyager, mais ça, c'est pas pour tout de suite. Merci beaucoup. On continue cette belle journée et je vais accueillir maintenant un nouvel acteur qui va lui aussi nous raconter son parcours. On le connaît bien, c'est Romain Palieri qui vient nous parler de Groover. À tout de suite.